Il reste un peu moins de 2 semaines pour mettre TV Liberté à l'abri jusqu'à la prochaine attaque. Ces derniers jours, vous avez déjà été incroyablement nombreux à nous témoigner votre soutien. Par vos messages de sympathie, d'amitié et puis bien sûr avec vos dons, vous avez démontré votre attachement à TVL. Mais la censure bancaire ordonnée par un pouvoir politique aux abois nous a asséné un coup dur. En nous privant de notre compte bancaire et donc d'une partie des soutiens mensuels que nous recevions, notre budget prévisionnel a été littéralement amputé. Aujourd'hui encore, l'équilibre n'est pas rétabli. Parmi vous, je le sais, certains souffrent aussi de cet extrême centre au pouvoir qui nous appauvrit. Mais d'autres attendent aussi un peu impassible un changement qui ne viendra pas sans rien faire. Pour renverser la table, chacun doit, à sa mesure, se retrousser les manches. Et renverser la table, c'est avant tout éveiller les consciences. Chaque jour, avec un budget minimaliste qui ferait frémir Léa Salamé et Patrick Cohen, TVL vous propose une information libre, éclairée, mais nous ne pouvons pas continuer cette mission sans vous. Alors dès à présent, aidez TVL. Il n'y a pas de petits gestes, chacun d'entre vous peut changer notre destin. Et nous continuerons, nous, à faire beaucoup avec bien peu. Alors je compte sur vous. Bonjour Monsieur Paulo Nogueira Batista Junior, merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous êtes économiste brésilien, vous avez travaillé entre 2007 et 2015 en tant que directeur exécutif du Fonds monétaire international, le FMI, et vous avez ensuite participé à la création de la nouvelle banque de développement qui est la dite Banque des BRICS, aujourd'hui dirigée par Dilma Rousseff. Pourriez-vous expliquer rapidement au public français en quoi consiste la nouvelle banque de développement et quels sont ses objectifs? Nous avons conçu la nouvelle banque de développement, une banque d'envergure mondiale qui serait une alternative à la Banque mondiale, une alternative qui serait plus adaptée aux besoins des pays qui composent le Sud global. Cela a commencé il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, date à laquelle la première administration s'est installée à Shanghai et nous avons alors commencé à bâtir une banque à partir de rien. C'était pas facile de faire une chose pareille, mais nous avons réussi à réaliser des progrès. La banque a désormais 10 ans d'ancienneté et comporte une structure. Les employés ont effectué de nombreuses opérations, pas seulement des prêts, mais aussi, bien évidemment, des émissions d'obligations sur les marchés et elle s'élargit, devient plus compétente. Il y a un certain nombre de difficultés également. Vous savez que nous n'avons actuellement pas encore pu résoudre. Elle ne constitue en pratique toujours pas une banque globale 10 années après sa création. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de membres. Nous n'avons que les 5 membres fondateurs, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ainsi que 5 nouveaux membres. Donc, avec seulement 10 pays membres, vous ne pouvez pas devenir une banque mondiale. Donc, nous devons accélérer la cadence. Une autre chose qui nous retarde est le fait que nous soyons encore largement dollarisés. Donc, les BRICS évoquent la dédollarisation, mais leur propre institution principale est encore largement dollarisée. Donc, nous devons travailler davantage avec les devises nationales des pays participants. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Parlons un peu de la dédollarisation. Nous savons que la Russie pousse vigoureusement au développement d'outils qui faciliteraient les échanges en devises locales dans le même temps. Nous avons vu Donald Trump menacer d'imposer des droits de douane conséquents aux pays qui choisiraient de se passer du dollar. Comment pensez-vous que les BRICS devraient se positionner face à cela ? Eh bien, pas tous les BRICS, mais certains d'entre eux ont un avis favorable sur l'idée de la dédollarisation. En réalité, ça a déjà progressé. Les pays des BRICS, mais également à l'extérieur des BRICS, en Asie du Sud-Est, par exemple, augmentent leurs échanges en devises nationales, évitant ainsi le dollar. La Russie, l'année dernière, a présidé les BRICS en 2024 et la Russie a proposé un plan très détaillé appelé l'initiative de paiement transfrontalier des BRICS, qui est de manière pratique une alternative à SWIFT. Elle a été validé par les leaders à Kazan comme fondement pour les travaux à venir. Mais cela a très peu avancé en 2025. J'espère que nous pourrons accomplir un meilleur travail et aller de l'avant.
car cela constitue une première étape vers quelque chose de plus important et de plus compliqué, à savoir la création d'une nouvelle monnaie de réserve, une alternative au dollar américain qui servirait nos intérêts mieux que l'actuel système dominé par le dollar. Quand vous parlez de devises alternatives au dollar, pensez-vous qu'une monnaie commune pour les BRICS soit une idée réaliste? Often it is said that the BRICS cannot construct a common currency, a unified currency. On dit souvent que les BRICS ne peuvent pas construire une monnaie commune, une monnaie unifiée, et que cette idée est sans intérêt. C'est la vérité, c'est vrai. Mais là n'est pas la question, parce que ce n'est pas parce que nous cherchons à faire. Je m'explique. Si vous regardez le travail des économistes en Russie, au Brésil, en Chine, personne ne pense à créer quelque chose comme l'euro pour les BRICS. Une monnaie unifiée avec une banque centrale commune, ce n'est pas réalisable. Même en Europe, c'est compliqué. Comme nous le savons, mais l'Europe a plus d'homogénéité, plus de proximité. Les BRICS n'ont pas les conditions pour une zone monétaire commune. Nous ne sommes pas en quête de cela. Le président Lula, avant-hier, je crois que c'était jeudi, a dit quelque chose de très juste. Il a dit que les BRICS devaient créer une alternative au dollar américain, une monnaie pour les transactions internationales. Vous voyez, ça veut dire que nous ne cherchons pas à établir une monnaie unifiée, mais pour une monnaie de réserve qui fonctionnerait aux côtés des devises existantes au sein des BRICS et qui n'impliquerait pas la création d'une banque centrale commune, mais qui serait plutôt une devise parallèle qui serait utilisée pour les transactions internationales et un mécanisme d'échange de réserves monétaires. Vous voyez? Donc, ce serait une monnaie internationale, mais pas un substitut des monnaies nationales. Mais, comme vous l'avez dit, Donald Trump menace ouvertement les BRICS et de manière répétée contre chaque tentative de détrôner le dollar. Et il menace même d'imposer des droits de douane aux pays des BRICS. Il a fait référence aux BRICS plusieurs fois. S'ils continuent de vouloir remplacer le statut du dollar en tant que monnaie de réserve. Maintenant, je vais vous dire, les États-Unis sont toujours très puissants. Ils peuvent toujours causer de grands dommages au pays. Mais vous savez, c'est aussi un signe de faiblesse quand le président des États-Unis doit recourir à la menace et faire du chantage avec des droits de douane. Pourquoi ? Parce qu'à la bonne époque des États-Unis, l'hégémonie du dollar était quelque chose de tellement naturel qu'il n'était pas obtenu par la menace vers les autres pays. Les autres pays pensaient que le dollar était un outil utile. Aujourd'hui, les États-Unis sont effectivement plus faibles et ont besoin de recourir à la menace et aux grands mots, comme je l'ai dit. C'est un signe de faiblesse. It's, as I insist, it's a sign of weakness. However, these threats do have an effect. They do have an effect on other countries, on BRICS countries, because to varying degrees. Dans tous les cas, ces menaces ont un effet. Elles ont un effet sur les autres pays, sur les pays des BRICS, parce que, à différents niveaux, tous les membres des BRICS sont influencés par. Je crois que vous connaissez cette expression en France, par la cinquième colonne. C'est quelque chose qui remonte à la guerre civile espagnole et qui est très vrai dans de nombreux pays au Brésil. Qu'est-ce que la cinquième colonne au Brésil? Ce sont ses intérêts sociaux, politiques, économiques, qui se tournent essentiellement vers les États-Unis et qui n'ont pas une bonne opinion ni une bonne relation avec les BRICS, qui ne voient pas d'un bon œil le processus des BRICS. Et même, vous savez, j'ai été déçu d'apprendre que même la Chine a ce problème. Les Chinois me l'ont dit. Vous savez, même en Russie, maintenant beaucoup moins à cause de la guerre, car la Russie est en guerre contre l'Ouest en Ukraine, mais même là-bas, donc il est impressionnant de voir comment les États-Unis détiennent encore le pouvoir d'immobiliser les initiatives, de geler les tentatives de changer le système international. To freeze attempts to change the international system. Imaginez-vous les BRICS capables de résister aux menaces de Trump? You see, the fact that President Lula on Thursday said what he said
Eh bien, le fait que le président Lula jeudi a dit ce qu'il a dit démontre bien que tout le monde n'est pas intimidé par les menaces de Trump, mais cela dit, même au Brésil, même au sein du gouvernement Lula, se trouvent des personnes qui travaillent contre cela. Donc, le fait est que les déclarations du président ne signifient pas que cela fonctionnera aisément dans la bureaucratie brésilienne pour le moment. Mais c'est un autre sujet. Mais je pense que vous verrez également que la raison pour laquelle il est très difficile d'aller de l'avant et que certains pays particulièrement importants au sein des BRICS, je pense notamment à l'Inde, sont très réticents à accepter toute initiative qui pourrait affecter la sensibilité de l'Ouest, la sensibilité des États-Unis. Dans le cas de l'Inde, c'est une longue histoire, mais pour faire court, l'Inde craint la Chine et elle ressent le besoin de maintenir une certaine proximité avec les États-Unis pour contrebalancer cette menace supposée de la Chine. Donc, elle est fermée à cela, elle ne veut rien entreprendre qui pourrait heurter ses relations avec les États-Unis. Ce qui mène à ma prochaine question. Les BRICS se développent très vite. Le modèle multipolaire est très attrayant pour le Sud global, ce qui s'accompagne de défis, comme vous l'avez dit, étant donné que certains pays ont des opinions divergentes et des intérêts divergents. Comment voyez-vous les BRICS faire face à ces défis ? Eh bien, comme vous le savez, les BRICS forment une entité très large. Tout le monde le sait, en termes de population, en termes de territoire, en termes d'économie. Les BRICS regroupent des pays parmi les plus grands du monde. Le Brésil, la Russie, la Chine, notamment l'Inde, l'Indonésie. Donc, les BRICS ont un énorme potentiel. Mais ces clichés que nous voyons parfois dans la presse, les BRICS sont plus grands que le G7, la moitié de la population mondiale. Ces idées sont quelque peu trompeuses, car le groupe n'a pas une cohésion suffisante, moins que le G7 par exemple. Et donc les BRICS ont du mal à aller de l'avant. Alors à mon avis, en tant que personne qui suit les BRICS depuis le tout début et qui a participé aux BRICS depuis 2008 jusqu'en 2017 en pratique, de manière officielle et depuis lors, j'ai continué de travailler sur les sujets des BRICS depuis le Brésil. Alors que puis-je dire de tout cela ? Je crois que nous avons deux possibilités de faire face à ce problème. La première, ce n'est pas très agréable à dire, mais nous avons besoin de stopper ou au moins de ralentir l'expansion du groupe. Nous sommes constitués actuellement de 10 pays, et c'est un très bon nombre. Si nous en accueillons plein d'autres à notre table, ce sera encore plus difficile de se coordonner. Nous deviendrions un bavardoir. Vous comprenez ? Juste une question. Vous évoquez 10 pays. Vous ne comptez pas l'Arabie Saoudite ? Non, je ne la compte pas car l'Arabie Saoudite a été invitée en 2023, mais n'a toujours pas donné sa réponse. Donc, elle ne prend pas position. Pour le dire autrement, cela pourrait changer à n'importe quel moment. On pourrait apprendre que l'Arabie Saoudite a accepté l'invitation ou l'a refusé. Mais pour l'instant, nous sommes 10 pays. Les 5 pays d'origine, les 4 pays d'origine, l'Afrique du Sud et les pays plus récents, à savoir l'Iran, l'Indonésie, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Donc, nous devrions en rester là pour l'instant. C'est le premier point. Ne nous étendons pas beaucoup plus que ça, au risque que ça devienne trop difficile de se coordonner, et qui plus est, c'est très difficile de se coordonner déjà, même avec 5 pays comme nous avions auparavant. Si le groupe décide de toujours fonctionner sur la base du consensus de manière rigide et unanime, nous devons en finir avec ça. Par certaines initiatives, nous devons être capables d'avancer avec un sous-groupe de pays, par exemple. Disons que nous avons une proposition pour une alternative au système de paiement SWIFT, la BCBI, l'initiative de paiement transfrontalière des BRICS, lancée l'an dernier. L'Inde n'est pas d'accord d'y adhérer. OK, nous respectons l'Inde. L'Inde n'adhère pas. N'appelons pas ça BRICS, appelons ça Nouvelle Initiative de Paiement au lieu d'initiative BRICS. Et l'Inde pourra toujours la rejoindre plus tard, si elle le désire le faire. Donc, il est important d'être flexible. Et je ne dis pas qu'il faut abandonner tout consensus pour tout, mais pour certaines initiatives pratiques,
les initiatives de paiement, la devise, qui est en fin de compte ce dont nous avons besoin. Imaginons que l'Inde résiste jusqu'à la fin et ne veut pas la rejoindre. Tant pis, l'Inde restera en dehors et pourra la rejoindre plus tard. En réalité, laissez-moi juste vous dire que je trouve cela étrange, car j'ai toujours dit à mes amis indiens et connaissances, même lors de débats publics, l'Inde craint la Chine, ce qui fait qu'elle ne veut pas bâtir une monnaie de réserve commune. Vous savez, quelle est l'alternative à cela? C'est soit de rester avec le dollar et toutes ses déficiences, ou accepter une monnaie dominée par la Chine. Vous aimez ça? Donc, pourquoi ne pas vous joindre aux efforts et participer activement sur un pied d'égalité avec les autres membres des BRICS à la création d'un nouveau système? With the other BRICS in the creation of a new system. Et donc, que faites-vous du nouveau statut qui a été décidé à Kazan avec les partenaires des BRICS? Je pense que ça a été une bonne idée lancée sous la présidence russe de 2024, car cela constitue une manière de prendre en compte des pays désireux de participer aux BRICS sans nécessairement en faire des membres complets. Donc, par exemple, en Amérique latine, la Bolivie et Cuba nous ont rejoints en tant que pays partenaires. Cela peut leur être utile comme à nous, mais cela ne signifie pas que ces pays seront impliqués dans toutes les affaires de manière égale avec les 10 autres membres qui sont des membres à part entière. Cela rendra plus facile la coordination. Ce qui m'amène à ma dernière question. Pensez-vous que les BRICS peuvent forcer l'ONU à se réformer ou même remplacer l'ONU? Je ne pense pas que les BRICS peuvent forcer l'ONU à changer parce que nous sommes importants, mais pas si importants. Vous savez, nous n'avons pas assez de puissance pour faire bouger une organisation internationale, mais nous pouvons aider à améliorer les Nations Unies. Nous le faisons tout le temps désormais, mais je ne prévois pas que les BRICS n'acquièrent assez de force pour... Quel était le terme employé déjà ? De réformer l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU. Il demande déjà d'inclure le Brésil et l'Inde. Antonio Guterres était présent à Rio et à Kazan, donc visiblement, il écoute ce que les BRICS ont à dire. It's a welcome initiative. We have been speaking about that for some time now. Oui, c'est une initiative bienvenue. Ça fait un moment que nous en parlons et à l'origine, la Russie et la Chine étaient peu réticentes car ces pays sont déjà membres du Conseil de sécurité, mais ils ont désormais rejoint le groupe qui demande l'élargissement du Conseil de sécurité des membres permanents. Mais cela est très difficile car les États-Unis résistent. Je pense que les membres européens du Conseil de sécurité résistent également. La France, la Grande-Bretagne. Le problème est que l'Occident est très réticent à admettre le fait que nous avons un nouveau monde dans lequel l'Occident restera important, mais plus aussi important qu'auparavant. Durant des siècles, l'Europe et les États-Unis ont dominé pratiquement toute la planète. Ce temps est révolu. Ce n'est plus la réalité actuelle. Mais l'Occident résiste, donc l'ONU changera très lentement. Je ne m'attends pas à ce qu'elle soit réformée de quelque manière rapidement. I don't expect it to be reformed in any substantial manner anytime soon. Mais un autre point que vous avez soulevé est que les BRICS ne peuvent pas devenir une ONU, car nous constituons un sous-groupe du monde. Donc, si nous tentons de devenir une nouvelle ONU, nous deviendrions énormes en nombre de pays et ce serait très difficile à administrer. Je ne pense pas que cela fasse partie de nos plans. Ça ne peut pas faire partie de nos plans de créer une nouvelle organisation des Nations Unies. Non, nous avons besoin de faire quelque chose, plein de choses qui sont plus simples, mais déjà tellement compliquées. Vous comprenez, nous devons avoir des objectifs réalistes en tant que groupe. Merci beaucoup.